Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré à la convention collective unique de la métallurgie. Je suis Céline Rabolini et j'accompagne Marie Guyon. Nous travaillons toutes les deux pour le dictionnaire permanent convention collective des éditions législatives du groupe Lefebvre Dalloz. Donc nous allons passer ensemble 45 minutes, une présentation d'une trentaine de minutes et nous consacrerons le temps qui nous reste à répondre à vos questions. Concernant vos questions, quelques précisions. Nous ne sommes pas habilités à faire du conseil juridique, donc nous ne traiterons pas de vos questions opérationnelles. Et concernant notre présentation, vous vous en doutez, compte tenu du temps imparti, nous n'allons pas pouvoir être exhaustifs sur cette nouvelle convention collective, donc nous avons choisi de vous présenter un certain nombre de thèmes. Alors Marie vous parlera en premier lieu de la nouvelle architecture conventionnelle. De mon côté, j'aborderai la classification des emplois, puis quelques nouveautés conventionnelles qu'on vous a mis à l'écran. Et enfin, Marie terminera par la protection sociale complémentaire. Alors, en guise d'introduction, une présentation de la branche de la métallurgie. Donc, cette branche compte 42 000 entreprises et elle emploie 1,6 million de salariés. Donc, actuellement, le corpus conventionnel est assez riche. Il y a de nombreux textes conclus tant sur le plan national que territorial, dont les textes fondateurs remontent au milieu des années 70. Donc, c'est la raison pour laquelle les partenaires sociaux ont souhaité moderniser et réécrire cette convention collective, chantier qui aura duré 5 ans, qui s'est terminé par la conclusion le 7 février 2022 de cette CC. Et cette dernière a été étendue, on peut le dire dans un temps record, vous le voyez, en décembre 2022. Alors, cette CCNA va rentrer en vigueur en 2 temps. Donc, le premier temps est déjà derrière nous depuis 1 mois. Le régime de protection sociale complémentaire est entré en vigueur. Et ensuite, pour le reste des dispositions conventionnelles, elles rentreront en vigueur le 1er janvier 2024. Donc, ce matin, de tout ce qu'on va vous dire, il n'y a que le régime de protection sociale complémentaire qui est désormais applicable. Alors, cette CCN unique crée donc de fait une nouvelle architecture conventionnelle que Marie va vous présenter. Donc, bonjour à tous, moi je vais vous présenter donc la nouvelle architecture conventionnelle. Alors, comme vous le savez, le dispositif de la branche de la métallurgie se caractérise actuellement par une grande diversité de textes. Il y a la CCN des ingénieurs et cadres, de nombreux accords nationaux et avenants, 76 CC territoriales, et il y a également la CCN de la sidérurgie. Cet ensemble est assez complexe et les partenaires sociaux ont donc engagé un travail de négociation, un véritable chantier. Donc, au terme de 5 ans de négociation, le dispositif applicable est beaucoup plus simple, plus accessible et plus juste. Donc, on a 3 niveaux. Il y a les dispositions nationales avec bien évidemment la signature de la CCN de la métallurgie le 7 février 2022. À ce dispositif national, il y a des accords nationaux. 10 accords nationaux ont été conclus, qui ont été conclus avant l'entrée en vigueur de la CCN, ont été maintenus dans le cadre de la nouvelle CCN, continuent de s'appliquer. Donc, il y a celui sur le champ d'application, les contrats de chantier, contrats d'insertion, sur le handicap, l'égalité professionnelle, la formation. Je vous ai listé tout sur le slide. Et à ces 10 accords nationaux, 2 autres se sont ajoutés, qui ont été conclus, eux, le 7 février 2022, comme la Convention collective nationale. Il y en a un qui concerne la sécurité et les conditions de travail, et l'autre, la protection sociale, que nous allons revoir après. Au niveau national, se rajoute un niveau territorial. Alors, on sait bien que les CC territoriales disparaissent, mais les partenaires sociaux territoriaux ont tout de même le droit et la faculté de négocier des accords autonomes territoriaux. Ces accords doivent, dans tous les cas, respecter les dispositions nationales. Et il y a bien évidemment, au niveau de l'entreprise, la possibilité de négocier des accords d'entreprise. C'est une large place qui est donnée à la négociation d'entreprise. Alors, les CC territoriales disparaissent au 1er janvier 2024. Les partenaires sociaux territoriaux avaient la possibilité d'opter pour 2 procédures. Il y avait 2 procédures, donc la dénonciation et la conclusion d'un avenant révision-extinction.
Très peu de CC, de partenaires sociaux territoriaux, ont opté pour la dénonciation. Seulement 6 CC territoriales ont été dénoncées: Ardennes, Indre, Loire et Saint-Jean, Lot-et-Garonne, Haut-Rhin et Bas-Rhin. Dans ces CC territoriales, au 1er janvier 2024, on appliquera les dispositions de la CCN au terme d'un délai de survie de 15 mois. Les partenaires sociaux, pour la plupart, ont privilégié la conclusion d'avenants de révision-extinction. Ces avenants avaient un double objet. D'abord, l'abrogation des CC, de la CC, avec ses avenants et annexes. Et le deuxième objet de cet avenant était d'appliquer donc les dispositions de la CCN, donc au 1er janvier 2024 pour l'ensemble des dispositions et au 1er janvier 2023 pour les dispositions relatives à la protection sociale. À noter que cette procédure a été contestée par la CGT, nous allons le voir juste après. Les partenaires sociaux territoriaux avaient aussi la possibilité de conclure des dispositions, de conclure des accords permettant le maintien de certaines spécificités territoriales. À ce jour, plus de 36 accords de maintien de dispositions territoriales et sectorielles ont été signés, ce qui est plus de la moitié. On aborde un certain nombre de thématiques. On verra tout à l'heure la typologie des dispositions territoriales maintenues. Et donc, dans ces territoires, au 1er janvier 2024, on appliquera à la fois les dispositions de la CCN et les dispositions territoriales qui ont été maintenues. Comme je vous le disais tout à l'heure, la validité des avenants de révision-extinction a été contestée. La CGT, qui n'est pas signataire de la Convention collective nationale, a contesté la procédure de conclusion d'un avenant de révision-extinction. Elle considère que sur le fondement de l'article 2261.9 du Code du travail, la disparition d'une convention collective est limitée à 2 cas, ou la mise en cause ou la dénonciation. Et donc la procédure de révision-extinction est pour eux une procédure hybride et illicite. La seule procédure valable était pour eux la dénonciation, ce qui a été le cas dans 6 CC. L'UMM, partisane de la négociation, affirme quant à elle qu'il n'existe pas de liste limitative concernant le mode d'extinction d'une convention collective. La révision d'un accord peut porter sur tout ou partie de l'accord, et donc un accord collectif majoritaire pourrait éteindre les dispositions d'une CC territoriale de branche. Alors la Cour d'appel de Chambéry donne raison à la CGT le 24 novembre 2022, donc très récemment. On considère qu'aucune disposition du Code du travail ne prévoit que la révision peut porter sur la disparition totale ou l'abrogation totale d'un accord collectif. La procédure de révision est relative aux modifications et non à l'extinction de la convention collective. L'avenant de révision-extinction de la CC territoriale de la Savoie a été annulé, donc et ils n'ont plus d'avenant de révision-extinction. L'UIMM s'est pourvue en cassation et est relativement confiante quant aux résultats du pourvoi. À notre connaissance, à ce jour, aucun autre avenant de révision-extinction n'a fait l'objet d'une annulation par une cour d'appel. Donc, les partenaires sociaux se sont saisis pour la plupart de la faculté de conserver certaines dispositions territoriales. Les négociations, par contre, au niveau territorial, ne doivent pas susciter un concours de normes et les accords autonomes territoriaux doivent être respectueux des dispositions conventionnelles nationales. Il faut savoir que les partenaires sociaux territoriaux avaient jusqu'au 30 juin 2022 pour négocier un certain nombre d'accords, ces accords de maintien de dispositions. Dans certains territoires, des conventions territoriales des accords ont été négociés un peu après la date butoir. Mais bon,
malgré tout, la plupart a négocié son accord de maintien de disposition en même temps que l'avenant de révision-extinction. Alors, ces dispositions qui sont maintenues, il y a bien évidemment la valeur du point, c'est prévu dans le cadre de la convention collective, avec l'article 142 de la CCN. C'est une négociation annuelle territoriale. Pour rappel, elle permet le calcul de la prime d'ancienneté. Les modalités de calcul de la prime d'ancienneté sont prévues dans le cadre de la CCN, mais la valeur du point est déterminée au niveau de chaque territoire. Il y a aussi des indemnités et des primes qui sont maintenues. On a beaucoup d'indemnités de restauration, des indemnités de transport, une indemnité de rappel, allocation de vacances. C'est la majeure partie des dispositions qui sont maintenues, des spécificités territoriales. Les partenaires sociaux territoriaux ont aussi maintenu, dans de nombreux cas, la fête de la Saint-Éloi, donc la fête professionnelle. Ils ont également maintenu des congés de fin de carrière ou encore des congés de remise de médaille du travail. J'ai noté le régime de prévoyance parce que dans la CC territoriale de l'Isère et des Hautes-Alpes, ils ont fait le choix de maintenir le régime de prévoyance. Ils avaient un régime de prévoyance à l'origine qui était très complet, beaucoup plus que dans la plupart des CC territoriales, et ils ont décidé de maintenir leur régime, bien évidemment en l'adaptant au socle minimal des garanties qui est prévu dans le cadre de la Convention. Nous allons le voir par la suite. Ils ont respecté les dispositions qui sont indiquées, enfin qui sont précisées au niveau du titre 11 et de l'annexe 9, et ils ont maintenu donc leur régime de prévoyance. Je vous ai noté quelques exemples dans les CC territoriales avec le type de territorial et sectoriel, puisqu'il y a la sidérurgie également, avec le type de dispositions qui sont maintenues. Bien évidemment, il y en a bien d'autres. Alors là, je vais passer la parole à Céline qui va vous parler de la classification. Alors effectivement, la classification, ça a été le gros chantier pour les partenaires sociaux en termes de réécriture, et je pense que c'est également un gros chantier dans les entreprises qui sont sûrement en train de réfléchir et de devoir la mettre en œuvre, je vous rappelle, pour le mois de janvier 2024. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est réellement un changement de conception au niveau de la classification, car on passe d'un système où actuellement on classe les salariés ou leur diplôme à un système qui, au 1er janvier 2024, sera un système de classement des emplois. Donc, le travail, bien évidemment, va devoir se faire en interne, emploi par emploi. Et comme c'est véritablement un changement de système, vous le voyez, je vous l'ai noté, il n'y a pas de grille de transposition entre ce qui va devenir l'ancien système et le nouveau système qui va s'appliquer. Donc pour le classement, c'est un système assez... je veux bien que tu reviennes en arrière. Merci. C'est un système assez classique avec 10 degrés d'exigence, une cotation, des tableaux de classement, et chaque salarié aura droit à une lettre de groupe et un numéro de classe correspondant. Les cadres, eux, seront classés de la lettre F à la lettre I à partir de 37 points. Et désormais, vous ne connaîtrez plus les catégories professionnelles telles qu'elles s'appliquent aujourd'hui, c'est-à-dire avec des ouvriers, des agents de maîtrise et administratifs et techniciens. Je vous ai noté également quelque chose qui peut paraître évident, mais la convention collective donc inscrit dans son corpus que les salariés, bien évidemment, peu importe leur nouveau classement, garderont le salaire acquis. Voilà. On vous a mis sur la slide suivante les tableaux pour que vous puissiez comprendre. Alors, je pense que si vous êtes intéressé un petit peu à la classification, vous êtes déjà coutumier de ces deux tableaux avec des degrés d'exigence qui vont du degré 1 au degré 10 et avec des critères. Voilà, donc on vous a fait un petit exemple avec un salarié qui, au total, obtiendrait
35 points de cotation, qui seraient donc classés logiquement entre 34 et 36 points. Et donc, ce salarié serait classé E10. Et donc, vous voyez que c'est un salarié qui ne sera pas cadre. Sur la slide suivante, je voulais vous parler d'une disposition que les partenaires sociaux ont souhaité, puisque comme je vous le disais, c'est vraiment un gros changement au niveau de cette classification. Et donc, il se peut qu'actuellement, vous soyez en face de salariés cadres et qui, au 1er janvier 2024, du fait de cette nouvelle classification, vont être reclassifiés dans un emploi non cadre. Donc, les partenaires sociaux ont souhaité maintenir un certain nombre de dispositions pour ces salariés, donc aujourd'hui cadres et qui ne seront pas reclassifiés cadres au 1er janvier 2024. Je vous ai mis la liste, vous pourrez aller la voir sur l'article 68. Donc, ça tourne autour des périodes de suspension du contrat de travail pour la détermination de l'ancienneté, des durées de préavis, de démission, de licenciement, le montant de l'indemnité de licenciement qui doit être calculé au plus favorable pour ce salarié, et puis voilà, l'indemnisation en cas de maladie et la durée d'absence prise en compte pour la détermination du droit à congé payé. Alors, ce salarié cadre reclassifié non cadre, donc il va pouvoir continuer de bénéficier des dispositions que je viens d'évoquer, tant qu'il garde son emploi au moment où il a été, et dans l'entreprise dans laquelle il a été reclassifié au 1er janvier 2024. Alors, nous voulions aussi vous faire part de quelques nouveautés conventionnelles. Nous en avons sélectionné 3. Donc, la première concerne les salariés à temps partiel. Donc, vous le savez, vous avez la possibilité de faire travailler plus des salariés à temps partiel, soit en leur demandant d'effectuer des heures complémentaires. Donc, à ce titre, le régime est inchangé entre ce qui s'applique aujourd'hui et ce qui s'appliquera au 1er janvier 2024. Et vous avez également la possibilité de conclure avec eux des avenants compléments d'heures. Cette possibilité doit être prévue par un accord de branche étendu. Donc, c'est désormais le cas. Les partenaires sociaux se sont dotés d'un dispositif d'avenant complément d'heures qui s'appliquera à compter du 1er janvier 2024. Donc, rapidement, je vous rappelle le principe. Dans le cas d'un avenant complément d'heures, on augmente la durée du travail d'un salarié à temps partiel. Initialement, ce salarié a été embauché à 28 heures hebdomadaires. On lui demande, durant un certain temps, de travailler 32 heures par semaine. Le delta entre 28 et 32 heures, c'est des heures payées au taux normal, ce ne sont pas des heures majorées. Donc, le régime qui a été décidé par les partenaires sociaux est un régime assez classique qui se cale sur les règles édictées par le Code du travail. Donc, on est sur 8 avenants par an et par salarié, alors en dehors des cas de remplacement de salariés absents. Et la majoration qui a été convenue pour les heures complémentaires, cette fois-ci, donc c'est-à-dire dans mon exemple, les heures qui seraient réalisées au-delà de 32 heures, seront majorées de 25%. Alors, les partenaires sociaux, vous le voyez, je vous ai mis l'article, avaient décidé de saisir une des possibilités dans le silence du Code du travail, de faire travailler, dans le cas de ces avenants compléments d'heures, les salariés à temps partiel jusqu'à la durée légale du travail, ou la durée conventionnelle si elle est inférieure, voire la dépasser. Eh bien, cette disposition a été exclue de l'extension sur le fondement, merci Marie, sur le fondement d'un arrêt rendu par la Cour de cassation, donc un arrêt assez récent en date du 21 septembre 2022. Donc, on va juste sortir une petite minute des dispositions concernant stricto sensu la métallurgie pour que je vous parle de cet arrêt. Donc, le régime des heures complémentaires est assez clair dans le Code du travail. On a un principe qui est que dans le cas des heures complémentaires, on ne peut pas aller jusqu'à la durée légale du travail. Concernant les avenants compléments d'heures, cette limitation n'est pas prévue. Eh bien là, nous avons la réponse de la Cour de cassation qui, en quelque sorte, aligne
l'origine de ce qui se passe au niveau des heures complémentaires sur le dispositif des avenants compléments d'heures. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un salarié à temps partiel ne pourra jamais travailler à temps plein de manière temporaire dans le cadre d'heures complémentaires, mais ça c'était déjà le cas, et désormais on le sait dans le cadre d'avenants compléments d'heures. Alors cet arrêt a été rendu dans le cadre de la convention collective de la propreté qui, elle, ne donnait pas d'indication aux entreprises, elle indiquait juste l'origine sans dire qu'elle pouvait aller jusqu'à la durée légale. Donc un employeur a fait travailler une salariée jusqu'à la durée légale et donc ça a donné lieu à cette décision. Alors par contre, je vous ai mis une liste d'accords de branche étendus qui, eux, ont prévu le recours aux avenants compléments d'heures et donc ont prévu que les salariés pouvaient travailler à hauteur d'un temps plein. Donc ces accords ont été étendus. Donc avant, bien évidemment, cet arrêt de la Cour de cassation de septembre 2022. Donc voilà, je voulais juste vous faire une alerte à propos de ces conventions collectives si jamais vous êtes amenés à les rencontrer. Voilà, il faudra quand même faire attention et je pense qu'on aura sûrement des avenants au niveau de ces branches pour réduire un petit peu la voilure et indiquer aux entreprises qu'elles peuvent toujours recourir à ces avenants compléments d'heures, mais en deçà de la durée légale du travail. Alors, nous allons continuer après les salariés à temps partiel avec les heures supplémentaires pour les salariés à temps plein. Donc là, pas de changement sur le contingent annuel. Donc, on est toujours sur 220 heures par an et par salarié et 175 heures en cas d'un décompte à l'année, c'est-à-dire l'ancien système de modulation du temps de travail. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que les partenaires sociaux créent des contingents d'heures supplémentaires complémentaires. Alors, à ne pas confondre avec les heures complémentaires des salariés à temps partiel. Donc là, on est sur un contingent complémentaire d'heures supplémentaires pour les salariés à temps plein. Un compteur à 80 heures supplémentaires, un autre compteur à 150 heures. Donc, vous le voyez, ces compteurs sont mobilisables en tout ou partie, alternativement ou cumulativement, dans la limite, bien évidemment, ça ne change pas, des durées maximales journalières ou hebdomadaires. Le compteur de 80 heures supplémentaires est mobilisable par l'employeur une année sur deux, lorsque l'activité le justifie, bien évidemment. Et le deuxième compteur de 150 heures, lui, il est sur la base du volontariat et ça nécessite l'accord écrit du salarié. Pour les majorations des heures supplémentaires, pas vraiment de nouveauté, 25% de plus pour les 8 premières heures et 50% pour les heures suivantes. Par contre, les partenaires sociaux nous disent que dans le cadre de ce contingent complémentaire de 80 heures, il y a une majoration de 25 points par rapport au taux indiqué. Donc, on serait à 50% pour les 8 premières heures et 75% pour les suivantes. La contrepartie au repos obligatoire, vous le savez, ce sont les heures supplémentaires qui sont réalisées au-delà du contingent. Donc là, ça reste quelque chose d'assez classique, 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus et 100% au-delà. Je vous ai mis les modalités de prise de cette contrepartie en repos. Je vous laisse les lire. Et concernant le repos compensateur de remplacement, vous savez que pour les heures supplémentaires, on a la possibilité de transformer le paiement en tout ou partie par un repos, majoré bien évidemment. Donc le délai de repos est fixé à 12 mois à compter de son acquisition. Dans les anciennes dispositions, les dispositions actuelles de mémoire, je crois que le repos devait être pris dans les 6 mois. Et pour le contingent complémentaire de 80 heures supplémentaires, donc l'accord du salarié est requis pour remplacer le paiement par un repos. Donc on comprend par là que les partenaires sociaux souhaitent privilégier plutôt un paiement à la place d'un repos, mais le repos est tout à fait possible. Alors, dernière nouveauté qui va arriver, voilà. Alors, c'est une nouveauté pour les salariés qui ne sont pas ingénieurs et cadres, c'est la clause de non-concurrence, qui jusqu'à présent peut être mise en place uniquement dans le cadre des dispositions de la CCN des ingénieurs et des cadres. Je vous ai mis le régime applicable actuellement.
Donc, ce régime existe actuellement pour les ingénieurs et les cadres, plus dans certaines conventions collectives territoriales, elles ont voulu aussi négocier des dispositions relatives à une clause de non-concurrence, inspirée plus ou moins du régime des ingénieurs et des cadres. Donc, à compter du 1er janvier 2024, une clause de non-concurrence pourra être mise en œuvre dans tout type de contrat et pour tout type de rupture. La durée de l'interdiction sera de 1 an maximum, renouvelable une fois, ce qui nous amène à un maximum de 2 ans. Et la contrepartie financière est fixée de manière mensuelle à 50% du salaire moyen des 12 derniers mois et 60% en cas de renouvellement. Et concernant le délit de l'employeur, qui est bien évidemment possible, on est sur un délai de 15 jours suivant la notification de la rupture qui est intervenue. Donc, je ne suis pas revenue sur les conditions légales, mais bien évidemment, cette clause doit être mise en œuvre dans le respect des principes de justification et de proportionnalité prévus par le Code du travail. Voilà, donc moi j'en ai fini pour la partie nouveauté, et donc Marie va vous présenter maintenant le régime de protection sociale complémentaire. Donc, le régime de protection sociale complémentaire, il a été mis en œuvre depuis le 1er janvier 2023. Alors, les entreprises devaient contrôler, avant le 1er janvier 2023, la conformité de leur accord ou décision unilatérale aux obligations et aux dispositions de la CCN. Pardon. Alors, dans la Convention, au niveau du titre 11 et de l'annexe 9, il y a un socle minimal obligatoire qui est défini. Et à côté de ce socle minimal obligatoire, les partenaires sociaux ont conclu le 7 février 2022, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un accord relatif à un régime mutualisé avec des organismes labellisés. Alors, en premier lieu, le socle minimal obligatoire qui s'impose donc à l'ensemble des entreprises de la branche, permet à l'ensemble des salariés de la branche, ainsi qu'aux VRP et aux travailleurs à domicile, de bénéficier d'un régime qui va garantir à la fois les garanties de prévoyance lourdes, dites lourdes, et les garanties de frais de santé. Les partenaires sociaux ont prévu une cotisation minimale au niveau de la branche. Cette cotisation est à la charge exclusive de l'employeur. Elle finance uniquement les garanties de prévoyance lourdes. Elle est fixée en pourcentage de la rémunération brute soumise à cotisation de la sécurité sociale. Alors, pour les non-cadres, elle est fixée à hauteur de 0,60 et pour les cadres, elle est fixée à hauteur de 1,60. Alors, comme vous de 1,12, pardon. Comme vous le remarquez, ce pourcentage est en dessous du pourcentage du taux de cotisation minimal de 1,50 prévu par l'ANI du 17 novembre 2017. Les partenaires sociaux ont rappelé dans le cadre de la convention collective, à juste titre, que l'article L2252.1 leur permettait aux entreprises de déroger au pourcentage de 1,50. Alors, la répartition est fixée pour chacune des garanties. Pour les garanties de frais de santé, il y a une répartition qui est à part égale entre l'employeur et les salariés. Et pour les garanties de prévoyance, il y a une répartition qui est imposée pour l'employeur à hauteur de 43% pour les non-cadres et à hauteur de 100% pour les cadres. Donc, l'employeur prendra la cotisation à sa charge totale pour les cadres. Alors, les garanties sont relativement classiques, des garanties d'incapacité temporaire de travail, d'invalidité, d'incapacité permanente, décès, bien évidemment, une rente éducation, les frais de santé. Il y a aussi une garantie d'indemnité temporaire d'inaptitude qui est pour la peine une nouveauté
qui est peu mise dans tout ce qui est régime de prévoyance. Donc, c'est intéressant de le noter. Et bien évidemment, il y a des garanties présentant un degré élevé de solidarité. La branche impose le respect de 2% des cotisations hors taxes des régimes de prévoyance et de frais de santé. Par contre, dans ce socle minimal, aucune prestation n'est définie, contrairement au régime mutualisé de la branche. Alors, au sein de l'accord du 7 février 2022, les partenaires sociaux nationaux ont tenu en fait à faciliter, je pense, le travail des entreprises et notamment des PME. Ils considèrent qu'il est important pour les entreprises d'avoir un régime mutualisé. Ça permet d'assurer une certaine sécurité. Les entreprises sont sûres au final de respecter le socle minimal obligatoire. Il n'y a pas que ça. L'avantage d'un régime mutualisé, c'est qu'on partage les risques. Et donc, ça permet aussi de contrôler le niveau des taux. Alors, le régime mutualisé de la branche s'appelle Cœur Industrie et il est piloté donc par la branche. Il est conforme aux obligations du socle minimal obligatoire dont je vous ai parlé. Il est assuré par 4 organismes assureurs labellisés. Alors, c'est important de le dire, ils sont labellisés et non recommandés. Alors, il y a Aesio Mutuel, Apicil, Harmonie Mutuelle et Malakoff Humanis. Ce régime mutualisé est beaucoup plus étoffé, bien sûr, que le socle minimal. Il y a des taux de cotisation qui sont fixés à la fois pour la prévoyance et à la fois pour les frais de santé. Notamment, sur les frais de santé, les taux de cotisation vont être en fonction de la zone tarifaire. Donc, les partenaires sociaux ont vraiment tenu à prendre en compte les spécificités des territoires et à permettre aux entreprises dans lesquelles où potentiellement il y a un peu moins de moyens d'avoir des taux moindres. Alors, les garanties, c'est bien évidemment des garanties socles qu'on retrouve. Il y a les garanties additionnelles obligatoires avec un capital décès additionnel, une invalidité additionnelle, ou il y a aussi des garanties optionnelles en matière de prévoyance. 5 modules ont été prévus. Ça permet notamment aux employeurs de mettre l'accent sur des garanties qui leur semblent importantes dans leur entreprise. Donc, par exemple, le capital d'essai peut être augmenté ou encore, ils peuvent mettre l'accent sur l'incapacité de travail. Alors, le régime mutualisé est aussi enrichi d'un fonds social à destination des salariés des entreprises. Ce fonds, il est uniquement au profit des salariés des entreprises qui ont adhéré auprès d'un des 4 organismes labellisés. C'est important de le dire. Dans le socle minimal, on sait il y a des garanties à haut degré de solidarité qui doivent être prévues, mais par contre, il n'y a pas de création d'un fonds social. Ce fonds social va permettre de mettre en œuvre des actions sociales de solidarité et de prévention, donc à destination des salariés. Il y aura par exemple une aide aux aidants ou encore la prise en charge de certaines cotisations pour les apprentis. Il va y avoir également des actions de prévention qui vont être mises en œuvre au sein de l'entreprise en fonction des obligations définies dans la branche et dans le régime mutualisé. J'en ai fini de la présentation. Nous allons donc passer aux questions-réponses. Alors, j'ai regardé rapidement vos questions qui sont nombreuses. Merci. Donc, sachez que ces questions seront lues, compilées, et nous vous enverrons d'ici quelques semaines les réponses aux questions auxquelles nous pouvons répondre. Je vous rappelle ma petite précision du début sur les questions opérationnelles, nous ne pourrons pas y répondre. Alors, j'ai vu une première question, donc assiste à ce live a priori
des abonnés au dictionnaire permanent, convention collective, qui se pose la question de la mise à disposition de la synthèse, de la nouvelle synthèse qui s'appliquera au 1er janvier 2024. Donc Marie, je te laisse répondre à cette question. Alors, écoutez, la synthèse va sortir très prochainement. Elle sera disponible sur Elnet le 16 février, dès la mise en ligne de notre mise à jour du 1er février 2023. Voilà. Donc, elle va arriver très prochainement. Voilà. Donc, soyez rassurés, nos abonnés, vous aurez votre synthèse et vous pourrez travailler avec tout au long de l'année 2023. Alors, j'ai vu également passer une question donc, qui concerne ce dont je vous ai parlé relativement aux avenants compléments d'heures. Une question qui demandait est-ce qu'il est impossible de faire des avenants compléments d'heures à hauteur de la durée légale. Alors, on a cette décision de la Cour de cassation qui semble mettre un coup d'arrêt à cette possibilité. Après, voilà, en tant que juriste, moi, ce n'est pas un conseil que je donnerai. Voilà, mais en tout cas, tant que rien n'est écrit dans le Code du travail, cette faculté est toujours ouverte, mais ça reste quand même assez risqué, sachant que la sanction, c'est la requalification du salarié à temps plein. Alors, je regarde. J'ai vu que vous aviez posé une question. Est-ce que la CC de Paris et région parisienne subsistent? Au 1er janvier 2024, toutes les CC territoriales ont fait l'objet ou d'un avenant de révision-extinction, donc elles disparaissent au 1er janvier 2024, ou d'une dénonciation. Elles disparaissent dans tous les cas. Elles seront de fait remplacées par la CCN. Alors j'avoue que je ne me souviens plus si au niveau de la région parisienne il y a des maintiens de disposition. J'avoue que je m'en souviens plus, mais dans tous les cas, les CC territoriales disparaissent au profit donc de la CCN. Alors, je l'ai sous les yeux. Donc, région parisienne, il y a un maintien de l'indemnité de repas de voilà. 2 jours. Avec la synthèse sous les yeux, c'est beaucoup plus facile. Voilà. J'ai peut-être une question pour toi également, Marie, sur assureur labellisé. Avec, est-ce que c'est obligatoire ou non? Alors, labellisé, non. Ça n'est pas obligatoire, c'est un régime mutualisé. La seule chose qui est obligatoire, c'est le socle minimal. Bien évidemment, les entreprises peuvent aller vers ces organismes assureurs qui sont labellisés, non recommandés, mais ils n'ont pas d'obligation à aller vers les organismes assureurs ou vers le régime mutualisé de Car Industrie. Il n'y a aucune obligation. Alors, on nous demande également quel est le numéro d'IDCC de la nouvelle convention collective. Donc, je l'ai également sous les yeux. Ça sera le 3248. 3248. Alors, je vois, y a-t-il une condition d'ancienneté pour le régime de prévoyance? Non. Aucune condition d'ancienneté, c'est ouvert à tous les salariés, quelle que soit leur ancienneté, y compris donc les VRP et les travailleurs à domicile, comme je l'ai dit précédemment. Qu'en est-il des codes d'Armor? Il faudrait que vous précisiez votre question parce que savoir s'il y a un maintien de disposition. Écoutez, les codes d'Armor, non, il n'y a absolument rien. Il n'y a rien. Alors, y a-t-il des modifications pour les cadres au forfait jour? Ça, il faudrait que l'on vérifie. On reviendra vers vous. Je ne sais pas si tu as le régime en tête ou pas, Marie. Non, mais ça, on pourra... On reviendra vers vous dans tous les cas. Vous le dire. Alors, on essaie à la fois de lire les questions. La CCN a-t-elle prévu ce qu'il se passait dans le cadre au forfait? Alors, je vois, la CCN et l'ANI semblent avoir le même niveau de hiérarchie de normes. L'application de L2252.1 pourrait être discutable pour la prévoyance des cadres. Alors, il y a peut-être effectivement un même niveau de hiérarchie, mais l'ANI ne verrouille pas son application. Et donc, de fait, au terme de l'article L2252.1,
on a la possibilité maintenant de déroger au taux minimal de prévoyance des cadres de 1,50. Voilà. Donc là, il y a une autre question sur les assureurs labellisés. Donc les entreprises peuvent-elles choisir un assureur différent? Bien sûr. A priori, oui, puisque Marie vous a dit que ces assureurs n'étaient pas obligatoires. L'accord de la protection sociale ne semble pas étendu. Effectivement, il n'a pas été étendu, contrairement à l'ensemble des dispositions de la CCN. Il me semble que la métallurgie Isère-Hautes-Alpes n'est pas pour l'instant concernée par la fusion des CCN. Alors, la métallurgie de l'Isère et des Hautes-Alpes a bien conclu un avenant de révision extinction et ils ont même conclu deux accords de maintien de disposition, un donc sur le régime de prévoyance et l'autre, je ne me souviens plus, je vais vous dire ça tout de suite, sur les épreuves d'essai, indemnité de rappel. Donc, si toutes les CC territoriales sont concernées. Il y a par contre effectivement ces dispositions qui vont être maintenues puisqu'elles ont été négociées au niveau territorial. Les partenaires sociaux territoriaux avaient la possibilité de négocier dès septembre 2021. Ils ont commencé à comparer les dispositions de la CC territoriale avec les dispositions de la CCN, tout simplement, et ont décidé de maintenir certaines dispositions qui semblaient plus intéressantes ou des spécificités de la région. Il s'avère que dans certaines régions, les partenaires sociaux se sont rendus compte que les dispositions de la CCN étaient plus avantageuses, mais de fait, dans certains autres territoires, ils ont décidé de maintenir certaines spécificités. Mais dans tous les cas, toutes les CC territoriales ont fait l'objet d'un avenant de révision-extinction ou d'une dénonciation. Alors, on nous pose une question justement sur le maintien de certaines dispositions dans la CC des Hautes-Pyrénées. Donc, je l'ai sous les yeux. A priori, il n'y a pas de disposition maintenue pour cette CC territoriale. Une autre question sur la classification. Alors, un emploi non cadre peut-il être classé F11 et plus? Alors, je pense que ce qui est vrai dans un sens, c'est-à-dire un cadre qui serait reclassé non cadre, peut être vrai également dans l'autre sens. Donc, un non cadre à l'heure actuelle pourrait, par le biais de cette nouvelle classification, être classé à partir d'un niveau F. Donc, oui, pour moi, si le travail de classification est fait et que ça va dans ce sens, il n'y a pas de difficulté. Alors, est-ce qu'il y a eu des négociations sur Midi-Pyrénées? Alors, peut-être pas toutes les passées. Ouais, oui, voilà. Voilà. Midi-Pyrénées, non, il n'y a pas de disposition maintenue. En fait, dans la synthèse, nous avons fait un tableau dans lequel on répertorie toutes les conventions territoriales et sectorielles qui ont négocié des dispositions un accord de maintien de dispositions territoriales. Voilà. C'est pour ça qu'on peut vous répondre aussi rapidement. Et on ne les connaît pas toutes par cœur. Non. Alors, une question qui me dit, mais si l'avenant sur la protection sociale n'est pas étendu, devons-nous tout de même l'appliquer? Donc, le régime de protection sociale est étendu puisqu'il fait partie de la convention collective. Donc, la seule différence par rapport aux autres dispositions, c'est que lui, il s'applique depuis le 1er janvier 2023. Les partenaires sociaux l'ont voulu comme ça. Donc, oui, Marie, je ne sais pas si tu veux... Je confirme. Je confirme. Au 1er janvier 2023, dans tous les cas, les entreprises doivent avoir ou devaient potentiellement avoir comparé leurs décisions unilatérales ou encore leur contrat pour vraiment vérifier si les garanties
qu'elles ont instauré dans leur entreprise correspond bien aux garanties obligatoires du socle minimal de la convention collective. Donc ça, bien évidemment, ça s'applique. Par contre, effectivement, l'accord du 7 février 2022 n'a pas été étendu. Et dans tous les cas, c'est un régime mutualisé avec des organismes assureurs labellisés. Donc, ça sous-entend une option par les entreprises, ou en tout cas une adhésion par les entreprises auprès d'un des 4 organismes assureurs labellisés. Voilà. Donc, nous arrivons au terme de ce webinaire. Merci de votre présence, merci de vos questions. Donc, je le rappelle, nous allons donc compiler toutes les questions et vous recevrez dans quelques semaines les réponses les réponses que nous pouvons vous apporter. Merci de votre écoute. J'espère que désormais vous en savez un tout petit peu plus sur la mise en œuvre de cette convention collective de la mutualité. La métallurgie. De la métallurgie, voilà, le lapsus qui arrive à la fin du webinaire. Donc, sur la convention collective de la métallurgie. Merci de votre écoute et à bientôt. Merci, au revoir.